Talandier. Voilà, je vous montre ce livre qui est paru il n'y a pas longtemps. Une histoire de l'Algérie par certains côtés méconnus. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas une lectrice ni une spécialiste des pays du Maghreb, ni une lectrice de livres d'histoire en particulier. Mais je dois dire que ce n'est pas le moindre mérite de ce livre de montrer, et de le montrer de manière brillante, qu'il y a une histoire qui commence même dans la préhistoire, et donc il y a 2 millions d'années à peu près, et qui va jusqu'à aujourd'hui avec, je le disais, des pans entiers qui sont oubliés ou méconnus ou dont on ne parle jamais. Oui, c'est un livre qui... Alors c'est un peu difficile de parler après une romancière et d'avoir ce travail d'historien qui, par la force des choses, est beaucoup plus, ou essaye de l'être, beaucoup plus neutre, mais malgré tout, j'espère, un peu engagé sur un certain nombre de problèmes. Ce que j'ai voulu faire, et après tout, je pouvais penser aussi à Fernand Braudel, qui a été enseignant en Algérie, c'est faire une histoire longue. C'est-à-dire ne pas s'arrêter ni ne commencer avec l'histoire de la France en Algérie ou de l'Algérie sous la France. L'une des raisons aussi qui m'a fait vraiment faire ce livre, c'est quand j'ai entendu notre bien-aimé président de la République, il y a quelque temps, déclarer qu'il se posait la question de qu'est-ce qui existait avant 1930 et qu'en gros, il n'y avait pas d'Algérie. C'est pour ça que j'ai consacré quand même 3 ou 4 chapitres à ce qu'on a appelé la régence d'Alger. Moi, j'avais envie de répondre à ce moment-là, s'il n'y a pas d'Algérie avant 1830, avec qui on signe, par exemple, pour la Convention pour livrer du blé, en l'occurrence ce que fait l'Algérie, avec qui Louis XIV signe pour la paix ou la guerre à Alger. Il y a un exemple très simple aussi, ça c'est facile à vérifier. Quand vous rentrez dans la grande cour des Invalides, les premiers canons qui sont sur le sol, à droite, sont fondus par Dupont, père et fils, fondeur royal. C'est-à-dire, c'est un exemple de coopération technique. Louis XV a prêté à la régence d'Alger son fondeur officiel qui va fondre des canons à Alger. Après, ils vont servir contre la France en 1830, mais ça c'est autre chose. Donc ce qui m'a intéressé aussi dans ce livre, c'est la période précédente. Et avant Barberousse, c'est le début de la Régence, c'est aussi l'histoire médiévale de l'Algérie, les grands empires berbères, almoravides, almohades, etc. Et encore avant la période romaine, qui est aujourd'hui, qui fait par exemple de l'Algérie quand même l'un des pays qui a les plus belles ruines romaines, vestiges romains de toute la Méditerranée. Donc j'ai voulu un peu montrer ça, et tout en posant des problèmes. Par exemple, puisque je parle de l'époque romaine, et ça concerne aussi toute l'Afrique du Nord, qui a été l'un des pays ou l'une des régions les plus christianisées sous l'Empire romain. Quand il y a un synode à Carthage au début du IVe siècle, il y a 661 évêques, donc chrétiens, même s'il y a de l'hérésie donatiste derrière, passons, qui vont se rassembler à Carthage. Et comment se fait-il dans l'histoire de l'humanité que tout un ensemble géographique avec une religion va tout d'un coup basculer pour différentes raisons dans une autre ? Il reste des chrétiens d'Orient, par exemple. Il est resté en Algérie des communautés juives. Qu'est-ce qui fait que le christianisme avait totalement disparu en finalement 2 ou 3 siècles ? Donc c'est un certain nombre de questions sur la longue durée que j'ai voulu traiter dans ce livre. Et aussi à m'interroger sur qu'est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui retient dans son roman national. C'est-à-dire comment le pays, la nation algérienne d'aujourd'hui, utilise ce matériau ancien pour construire son récit. En tant qu'historien, on sait bien que l'histoire est une chose, mais la manière de la raconter, c'est le plus important. Donc ces objectifs de longue durée, d'essayer de rétablir aussi si possible, dans le lectorat français, d'arrêter de commencer les choses en 1830 et de les arrêter en 1962, et de voir vraiment sur la longue durée, en tenant compte du fait aussi que les relations que la France a avec l'Algérie ont quelque chose qui est incomparable dans le monde. C'est-à-dire nous sommes dans un pays dont à peu près 12 millions d'habitants, voire 14, ça dépend les calculs,
ont un rapport charnel ou mémoriel avec un autre pays. C'est totalement hallucinant, c'est extravagant. Et c'est pour ça que l'un des éléments de cette extravagance pour moi, c'est qu'il n'existait pas vraiment de livre de synthèse sur l'histoire d'un pays qui est si lointain et en même temps si proche et qui s'appuie. Alors, il se trouve aussi que j'ai fait 2 missions de 4 ans à l'ambassade de France à Alger et que pour les périodes contemporaines, ces 8 ans anime aussi ou fertilise cet ouvrage pour la période la plus récente. J'ai aussi une formation d'archéologue au départ et il se trouve que quand j'étais étudiant au début des années 1970, j'ai beaucoup parcouru l'Algérie en autostop à la recherche de tous ces sites et où j'ai rencontré, pour reprendre l'expression de Bertrand Badi, la fraternité des âmes. Oui, effectivement, votre histoire de l'Algérie est une histoire sur le temps long, mais votre histoire avec l'Algérie aussi est une histoire sur un temps long, même si évidemment ce n'est rien par rapport à la chronologie de l'histoire d'Algérie, mais effectivement, très jeune, vous êtes attiré par ce pays et vous partez à sa découverte en faisant du stop. Ce n'est peut-être pas un hasard si après, une fois que vous aurez fait vos études d'historien et que vous devenez et que vous faites partie du corps diplomatique, enfin vous devenez attaché à l'ambassade de France en Algérie entre 1988 et 1992, une première fois, et ensuite vous revenez comme conseiller de coopération de 2001 à 2005, et vous avez été à ce moment-là, je crois, chargé de la réouverture des centres culturels français qui avaient été fermés pendant la décennie noire, et vous êtes occupé aussi de la réouverture du lycée français d'Alger. Ça, je vais penser à Albert Camus, il faut s'imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'effectivement, j'arrive une première fois en Algérie, en l'occurrence, au niveau des dates, c'est facile de se retrouver. J'arrive en poste à l'ambassade en octobre 88, les émeutes, et je repars à l'été 92, et c'est l'assassinat du président Boudiaf. Donc là, évidemment, c'est 4 ans que je raconte dans le livre, mais comme historien, pas en mémoire personnelle. Et puis le ministère me demande 10 ans. Donc évidemment, on prépare la fermeture et du lycée français et des centres culturels qui ne sont pas encore fermés en 1992, qui le seront en 1994. Et puis 10 ans plus tard, on me demande de revenir pour rouvrir le lycée, ou plutôt créer un nouveau lycée, et puis rouvrir les centres culturels, repenser la coopération avec l'Algérie, s'occuper de l'année de l'Algérie en France, etc. C'est-à-dire tout un moment qui a été aussi passionnant à vivre, où on a pensé, d'un côté, avec la première présidence de Bouteflika et la présidence de Chirac, que quelque chose était peut-être possible pour atténuer disons, un certain nombre de crispations. On a vu que depuis 20 ans, ce n'est pas franchement le cas. Mais il va falloir encore continuer à reprendre Sisyphe et Albert Camus. Oui, d'ailleurs, vous évoquez, je crois, dans votre livre, à un moment donné, le fait qu'à plusieurs reprises, on a dit, affirmé que la page était tournée ou qu'elle allait être tournée dans les relations entre la France et l'Algérie, et que finalement cette page elle n'a jamais véritablement été tournée. Est-ce que c'est possible? Oui, ça c'est une phrase qui est prononcée par le président Boumedienne quand il accueille Giscard d'Estaing lors de la première visite officielle d'un président de la République française en Algérie indépendante, où il dit « La page est tournée, mais elle n'est pas déchirée ». Il y a un petit complément. Et chacun des présidents va, d'un côté comme de l'autre, va avoir ce discours. Il faut par exemple, on le trouve facilement sur Internet, mais vraiment, ça vaut
la peine de l'écouter, c'est le discours de Bouteflika, j'allais dire Bouteflika 1, devant les députés à l'Assemblée nationale. On le trouve en intégralité, où il a un discours faisant appel, alors à la fois il évoque le christianisme, il évoque la langue française, il évoque les pieds noirs encouragés à revenir, etc. On a l'impression d'être à un autre moment et une autre planète, avant que la déchirure, la cicatrice redevienne virulente ou purulente à partir de 2005, pour un certain nombre de raisons que j'essaie aussi d'expliquer dans le livre. Alors vous citez une phrase de l'historien algérien Fouad Soufi qui parle, qui dit qu'il faudrait tendre vers une synthèse justement de cette histoire de l'Algérie, qu'il appelle, Fouad Soufi appelle un espace travaillé lentement, laborieusement, par des forces souvent contradictoires qui l'ont entraîné autant vers l'Occident que vers l'Orient. Et ça, c'est aussi l'une des manières de dire, de montrer à quel point la diversité de ce pays, quand on regarde justement le temps long de l'histoire, la diversité a été immense. Et on a l'impression que, enfin comme beaucoup de pays, mais on a l'impression que cette diversité est, ou volontairement ou pas, je ne sais pas, mais oubliée, mise dans l'ombre. Enfin, Je crois quand même qu'il y a eu, ne serait-ce que dans les décennies récentes, des évolutions quand même pour prendre cette diversité en compte. Le discours de Ben Bella à l'indépendance sur la non-diversité d'une Algérie qui est arabe, répété 3 fois, n'est plus le même que celui, y compris dans des aménagements de constitution par rapport aux Berbères, qui a quand même évolué. Je voudrais pas, il faut surtout pas, comme on a l'impression souvent dans des résumés que j'entends dans la presse française ou ailleurs, de choses qui n'évoluent pas ou qui ne bougent pas. Puis il serait peut-être un tout petit peu de temps, et ça aussi je suis content d'avoir fait le livre parce qu'à un moment je l'évoque, d'entendre dans les médias français régulièrement du grand n'importe quoi sur l'Algérie. Alors l'Algérie, j'en parlerai pas, c'est pas mon pays, c'est à elle par rapport à la France aussi, elle s'en prive pas de dire n'importe quoi. Mais je vais prendre 3 exemples, ou 2 exemples, parce qu'on a encore le temps. Bon, 3 exemples. Quand j'ai encore écouté récemment que, par exemple, le français allait être interdit dans les écoles en Algérie. Vous avez entendu ça comme moi. C'est une ânerie sans nom. C'est simplement une mesure qui est prise où on demande à des écoles privées de ne pas faire uniquement ou exclusivement le programme français d'éducation française. Ce que je peux, à la limite, comprendre dans une nation souveraine. Si j'ouvre demain chez moi, à Lyon, une école chiite basée uniquement sur le programme iranien, j'aurais peut-être un problème, ce que je pourrais comprendre. Deuxièmement, l'histoire de l'hymne national. Vous avez peut-être vu comme moi que tout d'un coup, on apprenait que l'Algérie avait réintroduit dans son hymne national un 3e couplet anti-français, un français, le temps des palabres est revenu, etc., enfin, en arabe, et que, évidemment, on risquait un jour de visite officielle qu'un de nos présidents se voit en présence d'un chœur des enfants des écoles chantant ce couplet anti-français. Tout d'un coup, ça a été répété dans les médias, ça devenait quelque chose d'absolument catastrophique. Mais c'est entièrement faux à nouveau. Simplement, juste avant l'été, est paru dans le journal, il suffit de 2 clics sur Internet là aussi, dans le journal officiel de la République algérienne, pour régler un problème, pour préciser quelque chose qui n'avait jamais été précisé. C'est vrai que ce 3e couplet est anti-français. Et dans l'intégralité des paroles de l'hymne national, on n'avait jamais vraiment fixé quand est-ce qu'on le chantait. On le joue, ça ne se joue pas. Ça se joue, mais ça se chante aussi. Quand est-ce qu'on chante l'intégralité de l'hymne national? Donc il fallait régler ce problème. Ce qui a été fait, tout à fait simplement, il est prévu que ce 3e couplet soit chanté en 2 occasions, c'est-à-dire à chaque changement de président de la République algérienne,
où on peut concevoir qu'on chante l'intégralité de l'hymne national, ça me semble normal, et à chaque nouvelle session de l'Assemblée nationale populaire algérienne. Et il est bien précisé dans l'article 2 de ce décret que l'hymne, le premier couplet, qui est classique, est joué lors des visites d'État. C'est-à-dire, textuellement c'est mis, la version abrégée est chantée lors de visites d'État. Donc aucun président français jamais ne risque d'avoir à écouter le troisième couplet, puisqu'il est précisé que c'est le premier. Alors pourquoi après, par quelle dépêche de l'AFP ou autre, on raconte ça? Ou alors quand j'entends aussi chez d'autres qu'il faut dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie. Là aussi, c'est une méconnaissance totale du sens de ces accords. Et alors, pour l'anecdote, et je ne dirais que ça, si on dénonce ces accords avec l'Algérie, il faut dénoncer, parce que ce sont exactement les mêmes, ceux avec le Maroc, fait quelques années plus tard. Donc, comme on est déjà fâché avec les deux, c'est pas très grave, mais enfin, ça n'arrangera pas les choses. Merci Michel Pierre. Oui, ça c'est sur la période contemporaine, mais je m'occupe aussi des empereurs romains. Oui. Et d'ailleurs, la dernière partie du livre s'appelle Chronique et non pas Histoire. Oui, alors c'est toujours le risque, évidemment, quand on est historien, de nos jours. Ça veut dire quoi, nos jours? C'est pour ça que j'ai choisi le titre de Chronique, parce que vous intégrez, je parlais des relations avec le Maroc, vous prenez presque des risques en essayant d'expliquer, ou en tentant au moins d'espérer qu'aucun conflit n'éclatera entre les deux pays. Je vous remercie Michel Pierre, je montre la couverture de votre livre Histoire de l'Algérie, des origines à nos jours, aux éditions Talendier.